bonjour, je m'appelle Arthur Babin, je suis interne en radio et je vais vous faire un cours sur l'imagerie des traumatismes des membres. Donc mon cours il est en 3 parties, je vais vous faire les 2 premières parties aujourd'hui, la troisième un peu plus tard. Donc aujourd'hui on va voir déjà les signes directs avec les différents types de fractures et les mécanismes lésionnels qui y sont associés. Ensuite on verra, et ça sera la grosse partie du cours, les signes indirects des fractures, donc avec déjà l'hémarthrose, ensuite on va voir les épaississements des parties molles, et ensuite les appositions périostées. Alors en radiologie, on effectue toujours les clichés dans 2 plans orthogonaux, donc ça veut dire face et profil pour la plupart des cas, et on rajoute parfois des clichés obliques pour dégager certaines articulations. Alors les différents types de fractures, je vais vous parler uniquement des fractures diaphyso-métaphysaires, parce que le reste c'est pas trop tombable à mon sens, c'est pas utile de vous en parler, c'est trop spécialisé. Donc les fractures transversales, c'est des fractures par mécanisme direct, avec un trait de fracture du coup qui est perpendiculaire à l'axe de la diaphyse. Les fractures obliques, à peu près la même chose, c'est un mécanisme indirect mais avec un trait de fracture qui est oblique par rapport au trait de la diaphyse. Les fractures spiroïdes, c'est des mécanismes indirects par torsion où on peut imaginer un tour de spire au sein de la fracture du membre. Les fractures à troisième fragment, c'est des mécanismes indirects par torsion. Les fractures comminutives, c'est plutôt par mécanisme direct où on verra plein de fragments osseux au sein du foyer de fracture. Chez l'enfant, les types de fractures sont différents parce que leur os est moins rigide, il est moins ossifié. Et donc on va se retrouver avec les fractures en mode de Burr, les fractures en bois vert et les déformations plastiques dans la plupart des cas. Et donc les fractures en mode de Burr, c'est des fractures métaphysaires par compression, où ici on verra un tassement ou un bombement de la métaphyse, alors que de l'autre côté la métaphyse est plutôt linéaire, respectée. Les fractures en bois vert, c'est comme si vous prenez un bois vert, pas sec, que vous le tordez en deux, ça va se casser d'un côté, pas de l'autre, donc c'est une rupture unicorticale unipériostée par angulation, avec le respect du coup de la corticale et du périos de l'autre côté. Enfin, les déformations plastiques, c'est toujours un peu la même chose au niveau du mécanisme, c'est une angulation, mais cette fois-ci on n'a pas de rupture corticale, on ne verra pas grosso modo de trait de fracture à la radio. Et donc maintenant on passe au gros du cours, donc c'est les signes indirects des fractures. On verra d'abord l'hémarthrose, puis ensuite les épaississements des parties molles et les appositions périostées. Alors il faut savoir que ces signes, ils sont pas du tout spécifiques dans la plupart des cas, c'est-à-dire que l'hémarthrose, à la radio, ça donnera exactement la même chose qu'un épanchement intra-articulaire. Les épaississements des parties molles, ça peut très bien être dans les fractures ou les entorses, ou autre chose, les remaniements inflammatoires, les ténosynovites ou autres. Les appositions périostées, du coup, c'est soit sur les fractures, mais à distance du traumatisme, mais on vous en parle aussi dans tous les chapitres de tumeurs osseuses ou des infections. Donc l'hémarthrose, la définition, c'est qu'il y a du sang dans une articulation. Dans un contexte traumatique, on part du principe que si on voit un épanchement intra-articulaire, c'est du sang, donc une hémarthrose. Et donc à la radio, ce qu'on va voir, c'est une opacité, c'est-à-dire quelque chose d'assez gris clair, on va dire, à l'intérieur de l'articulation, qui du coup va refouler les structures adjacentes. Donc là, je vais vous expliquer au niveau du coude. Donc là, vous avez l'humérus, ici la trochlée, là la tête radiale et l'ulna. Donc l'articulation, la cavité articulaire est ici, et quand on aura un épanchement, en fait, on aura un refoulement des structures adjacentes. Donc là, c'est les liserés graisseux dont on va parler, parce que c'est ce qu'on voit comme signe à la radio. Donc on a 3 liserés graisseux au niveau du coude. Ça sert à rien de retenir les noms, il faut juste comprendre où ils sont et voir ce qui se passe. Et dans les fractures de la tête radiale non déplacée. Donc là, on va voir ce qui se passe au niveau du coude. Je vous ai fait un petit schéma qui représente un coude vu de profil. Donc ici avec l'humérus, la trochlée, là le radius, la tête radiale, là l'ulna avec le processus coronoïde et l'olécrâne. Donc l'articulation, elle se trouve ici. Et en fait, ce qui se passe quand on a un épanchement intra-articulaire, c'est qu'il y aura un déplacement des liserés graisseux. Donc le but, c'est pas de retenir leur nom, mais de comprendre ce qui se passe. Et donc, on a 3 liserés graisseux, le coronoïdien antérieur qui va être déplacé vers l'avant, l'olécrânien postérieur que d'habitude on ne voit pas, là il sera visible souvent avec une petite forme de triangle, l'intermusculaire antérieur qui est juste là,
va être repoussé en avant. Ce qui permet de voir que c'est repoussé, c'est quand la distance entre le liseré et le radius est supérieure au diamètre du radius. Je vais vous montrer grosso modo après sur les radios, mais les liserés graisseux, donc c'est de la graisse, donc c'est gris foncé comparativement aux muscles qui seront à côté, qui seront gris un peu plus clairs, pour faire simple. Donc ces épanchements intra-articulaires au niveau du coude sans fracture visible, ça se voit surtout dans les fractures de la palette humérale non déplacée, Lagrange-Erigo 1 du coup, et dans les fractures de la tête radiale non déplacée. Bon, c'est pas les seules, mais c'est celles qui sont les plus typiques et courantes. Donc là, on va voir ce que ça va donner à la radio. À droite, c'est une radio normale, il n'y a pas d'épanchement intra-articulaire, on ne voit pas le liseré postérieur, le liseré antérieur, on le devine juste ici. L'intermusculaire, il est environ par là, mais on ne le voit pas très bien. Et là, il y a un bel épanchement avec ici le liseré antérieur qui est refoulé. Donc là, vous voyez bien que c'est gris foncé par rapport au muscle à côté. Là, le postérieur qui est déplacé avec la forme en triangle. Et l'intermusculaire, bon, on ne le voit pas trop sur cette radio. Donc là, une fracture de la tête radiale, ici avec la petite fracture. Le déplacement des liserés, donc là, le postérieur qu'on voit bien. L'antérieur qui est refoulé ici, mais l'intermusculaire qui est plutôt normal. Là, vous avez le scanner qui est allé avec. C'est juste une coupe sagittale pour vous montrer. Là, qu'on voit bien les liserés antérieurs et postérieurs, avec ici le sang à l'intérieur de l'articulation. Et là, vous voyez bien que les liserés graisseux sont de la même densité que la graisse qui est sous-cutanée. Et donc là, on va voir le genou, l'hémarthrose du genou. Donc il y aura un bombement du cul-de-sac sous-quadricipital. Ici, on voit le quadriceps, le tendon quadricipital, la patella, tendon patellaire, donc avec le fémur et les condyles, ici le tibia et la fibula. Donc l'épanchement, il va se situer surtout ici dans le cul-de-sac quadricipital. Ici, c'est une radio normale, donc il n'y a que de la graisse quasiment. Donc l'hémarthrose, ça traduit une fracture soit intra-articulaire, soit une lésion du pivot central, donc les ligaments croisés. Donc là, je vous ai fait un petit schéma avec les structures osseuses. Ici, les muscles. Et donc là, ça dégage bien. Vous voyez le cul-de-sac quadricipital qui est quasiment que graisseux. Ici, la graisse de Hoffa. Là, c'est un exemple avec une hémarthrose. Donc vous voyez ici, c'est bien bombé. La graisse quadricipitale qui est remplacée par du liquide. Et donc là, sur cet exemple, en fait, vous voyez ici un trait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les radiographies aux urgences, elles sont faites en position couchée. Donc en fait, l'horizontale est comme ça. Et donc là, on a un niveau entre du liquide et de la graisse. C'est ce qu'on appelle de la lipohémarthrose. C'est du gras qui vient de la moelle osseuse qui va se loger dans l'articulation. Ça signe une fracture intra-articulaire. Donc là, vous avez un autre exemple ici aussi de lipohémarthrose. Et là, vous voyez bien la fracture par contre. Donc ça, c'est en scanner avec une coupe axiale et une coupe sagittale. Vous voyez les niveaux où là, il y a la graisse, du liquide et le sédiment hématique. Et là, en fait, c'était une fracture du plateau tibial. Et donc là, on va voir les épaississements des parties molles. Donc en gros, c'est un œdème ou une suffusion hémorragique au contact des fractures. Ça va se traduire à la radio par une opacité au sein de la graisse et des tissus mous sous-cutanés au contact des pièces osseuses, avec un aspect tuméfié de la graisse. Donc ces signes ne sont pas spécifiques comme pour l'hémarthrose. Ça peut se voir dans les entorses, dans les inflammations avec les ténosynovites. Et donc là, vous avez 3 exemples de radiographie de cheville de face chez des enfants d'âge différents. Donc là, vous voyez sur la première un épaississement en regard de la pointe de la fibula, alors qu'au niveau du tibia, c'est plutôt respecté. Là, c'est plutôt épaissi, pareil, sur la malléole externe. Alors ça, faut faire gaffe, c'est pas de l'épaississement des parties molles, c'est la matrice cartilagineuse qui n'est pas encore ossifiée. Et sur la dernière, c'est pareil, c'est un épaississement là en regard du cartilage de croissance de la fibula, donc ça c'est assez suspect de fracture en Salter 1. Et parfois on peut se retrouver avec carrément un énorme hématome sous-cutané, là c'est encore localisé juste en regard de la FISE,
donc très suspect de Salter 1. Et là, sur cette radio avec le zoom à droite, c'est du côté médial que ça se passe, alors qu'on regarde de la fibula, les parties molles sont plutôt respectées. Alors maintenant, on va voir les appositions périostées. Donc, les appositions périostées, c'est un remodelage avec une ossification du périoste qui se fait environ 15 jours après une agression. Donc, dans le cas du cours des traumatismes, c'est après une fracture qu'on ne va pas voir. Enfin, si les radios sont normales, c'est une fracture qu'on n'aura pas vue. Si la fracture est là, il y aura les appositions périostées aussi. Ça vous sera utile aussi dans tout ce qui est infection, les ostéites, et aussi pour les tumeurs osseuses. On vous en parle beaucoup des appositions périostées dans le chapitre des tumeurs osseuses. Pour les traumatismes avec radiographie normale, le truc typique, c'est les fractures en cheveux chez le petit enfant de 3 ans qui se fait mal en tombant et on voit rien en radio. Donc là, c'est pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est un zoom de la radio de droite. Et là, vous voyez, donc en gros, ça c'est la fibula qui est normale avec le cortex qui est un petit peu plus dense que l'os trabéculaire. Donc là, pareil, la corticale et là, les appositions périostées. Donc c'est ces petites fines lames. Donc ça, c'est des appositions périostées lamellaires. Mais bon, je ne vais pas vous faire tous les types d'appositions périostées. On va y prendre 3 heures et ça ne vous sera pas utile. Là, c'est pareil, mais sur un poignet. Du coup, là, vous voyez sur le radius des appositions périostées. Alors là, c'était des clichés qui ont été réalisés pour une boiterie avec pas de contexte traumatique évident. Les clichés ont été interprétés comme normaux, sauf que il y avait des appositions périostées qui sont apparues 15 jours plus tard, et effectivement, en regardant les radios rétrospectivement, il y avait une incurvation, déformation plastique de la fibula à gauche. Donc ça, c'est un autre exemple. Il y avait un trauma, on n'a rien vu à la radio, on a fait des clichés à J15, il n'y avait toujours rien. À un mois, le gosse, il avait toujours mal, donc on a refait des clichés, il n'y avait rien à la radio. Et c'est à l'échographie en fait qu'on a fait le diagnostic, où il y avait une petite rupture de la continuité corticale et une grosse infiltration des parties molles. Tout ça, c'est juste pour vous dire que parfois on peut avoir des fractures et on a beau répéter la radio, on ne trouvera jamais rien. Donc du coup, si vous vous retrouvez avec des radios normales, c'est-à-dire pas de fracture visible, pas d'épanchement intra-articulaire et pas d'épaississement des parties molles, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un scanner chez l'adulte, ça arrive assez fréquemment par exemple pour les fractures du bassin qui sont pas forcément très bien visibles à la radio. Chez les enfants, on évite de faire des scanners pour éviter de les irradier parce qu'ils sont très sensibles aux rayons. On fait plutôt des contrôles à J15, comme par exemple pour les fractures en cheveux chez l'enfant. On peut être amené aussi parfois à faire de l'IRM ou des scintigraphies osseuses, voire une échographie. C'est pas votre but à l'ECN de savoir ce qu'il faut faire, mais je vous en parle quand même parce que ça peut être utile quand vous serez en garde aux urgences. À la radio, parfois on peut avoir des doutes. Il peut y avoir des images qui puissent faire évoquer des fractures ou des arrachements osseux. Le but, de toute façon, c'est de confronter aux localisations douloureuses. S'il y a un truc qui est suspect au niveau, par exemple, du 5e métatarsien, bah, il suffit d'appuyer dessus et voir si ça fait mal. S'il y a un doute et que ça fait mal à cet endroit-là, c'est très probable que ça soit un arrachement osseux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ferai un autre cours où il y aura un rappel des classifications des fractures à l'ECN, bien sûr illustré avec des radios, et je vous parlerai aussi de 2, 3 petits cas intéressants à connaître. Courage pour la suite et travaillez bien.